Bonjour, bienvenue à Maître à bord, bienvenue dans cette émission où on va parler aujourd'hui du mal de l'heure, c'est comme ça que je l'ai appelé, la santé mentale, parce qu'on est en fin de pandémie et la prochaine épidémie à laquelle on risque d'assister, c'est celle de la santé mentale, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été affectés pendant la pandémie par la santé mentale. À un moment donné, les statistiques étaient quand même assez effarantes. On parlait chez les jeunes d'un jeune sur deux qui était en dépression pendant la période de confinement et de reconfinement. Et je me souviens, en tout cas, que je pense que je vous en avais parlé, mais moi, je faisais partie des statistiques parce que j'ai deux jeunes, qu'il y en a un sur deux qui filait vraiment pas à cette période-là, qui est à peu près la même période l'an dernier, en fait, après le confinement de l'hiver ou pendant le confinement de l'hiver. Et on ne soupçonne même pas, semble-t-il, tout ce qui se passe. J'écoutais, entre autres, le témoignage d'un des camionneurs qui sera dans une des manifestations en fin de semaine et qui disait qu'il le faisait entre autres et il recevait même des sous de gens qui lui disaient « Vas-y à ma place parler en mon nom parce que ce qu'on vit présentement, mon frère s'est suicidé, mon enfant s'est suicidé. » Alors, le taux de suicide est quand même assez alarmant aussi. Moi qui ai eu un père qui s'est suicidé quand j'avais 14 ans et que c'était extrêmement tabou, mon père souffrait de bipolarité qu'on appelait la maniaco-dépression à l'époque. On ne le savait même pas. C'était quelque chose qui, mon père médecin, évidemment, et un peu orgueilleux, n'aurait jamais parlé de ça. Ça s'est beaucoup amélioré dans les 40, 50 dernières années. Mais quand même, il reste des stigmates, il reste des étiquettes pour les gens qui souffrent de santé mentale. Et pour en parler et pour sortir des tabous et pour sortir de la stigmatisation, justement, eh bien, j'ai invité un auteur conférencier qui s'appelle Richard Langlois. Je l'amène à l'écran directement tout de suite. Bonjour Richard, bienvenue à Maître à bord. Bonjour France. Merci d'être là. Merci de venir témoigner des difficultés de santé mentale parce que, ça t'est arrivé. On va tout de suite raconter ton histoire après, mais par la suite, ça t'a amené à écrire plusieurs livres. On va les montrer ici à l'écran. Le dernier, c'est sur le sentier étoilé, dont on parlera tout de suite après. Et le premier qui est encore ton best-seller et qui est recommandé pour les gens qui souffrent justement de santé mentale, c'est Le fragile équilibre que tu as écrit et réédité dans les années 2000. En quelle année tu l'as réédité? Il a été réédité en 2016. En 2016. C'est un livre de 2004 qui a été réédité en 2016. Voilà. Alors, tout ça pour dire que tu t'es beaucoup attardé à cette question-là. Raconte-nous ta propre histoire qui t'a amené justement à t'intéresser à la santé mentale puis à vouloir, en fait, faire tomber ou déboulonner tous les mythes et les tabous entourant la santé mentale. Oui, ben, toujours est-il, j'ai toujours eu généralement une bonne santé mentale parce que on peut avoir une très bonne santé mentale, on peut avoir des problèmes de santé mentale. D'aucuns vont dire oui, tu vis une maladie mentale. Quelqu'un peut dire, par exemple, je vis un rétablissement et puis au bout de tout ça, ben, j'ai une bonne santé mentale. Bon, j'ai vécu effectivement un épisode de trouble bipolaire très carabiné, si vous voulez, dans les années 96-97. À l'époque, on parle de manie, de psychose, de délire mystique. C'était abracadabrant, là. J'étais très high, comme on dit. Et on ne l'a pas vu venir. Okay, ben, on va parler de ton parcours juste avant de parler de cet épisode-là. C'est que, bon, toi, tu as étudié en éducation, en fait, un cours en enseignement scolaire, primaire, je pense. Oui, effectivement. Puis j'en ai un autre en récréologie. Tout ça à l'UQTR, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et tu as fait aussi un certificat en théologie. Tu t'intéressais quand même à une forme de spiritualité en parallèle. Oui. Et là, à un moment donné, ça se dérègle, mais tu le sens pas venir. Et là, tu te mets à triper sur les signes et tu penses que tu es un élu. Raconte-nous cet épisode-là qui s'est passé à Moncton. Oui, tout à fait. La psychose se déroulait, elle, à Moncton. Mais avant, ce qui a peut-être déclenché quelque part, c'est peut-être le désir de me séparer. J'avais
une relation affective où ça n'allait vraiment pas depuis quand même un certain nombre d'années. Mais je vivais avec des valeurs judéo-chrétiennes importantes. Ouais. Et puis, bon, je voulais pas me séparer pour toutes sortes de raisons. Puis, à un moment donné, c'est comme par le biais de la maladie, on va l'appeler comme ça, effectivement, je suis devenu, entre guillemets, willing pour le faire. Alors, attends une minute pour le caractériser. Ça, c'était dans une phase de manie. Tu étais sur un high. Oui, je commençais à te donner l'élan, justement, de te séparer. Mais la gestion des émotions qui suit n'est pas évidente. Non, c'est bien certain. Puis même, c'était assez comique. Ben, il y a bien des éléments comiques dans ce que j'ai vécu. Je fais une mini parenthèse pour l'auditoire pour vous dire que ce que moi j'ai vécu, ce n'est pas ce que les autres personnes qui vivent avec un trouble bipolaire vivent. OK? C'est très différent d'une personne à l'autre. C'est très important de faire cette mise au point-là. Et même, à un moment donné, j'ai déménagé dans la région de Québec. Et puis, dans ma tête, c'était mon patron. Je travaillais pour des maisons d'édition. Il me demandait de déménager dans la région de Québec. Et puis, dans ma tête, c'était « Ah, ce serait peut-être le fun, c'est peut-être un signe pour me séparer. » Alors, j'ai tenté de trouver effectivement le nom de municipalité qui était le plus inspirant pour me séparer. Puis, j'ai trouvé Pont-Rouge qui était pour moi très, très significatif. Simplement pour vous donner une petite indication, pour moi, c'était quitter une personne avec laquelle ça n'allait réellement pas, traverser le pont, le rouge pour le côté affectif, puis tenter de trouver la personne qui était de l'autre côté du pont. Alors, vous voyez un petit peu, il y avait toute une logique, hein? En manie, en psychose, il y a toujours une logique dans la tête de la personne qui le vit. Mais là, moi, j'entends justement des auditeurs rire présentement parce que d'abord, c'est un sport national de filles, entre autres, là, de chercher les signes, puis la numérologie, puis c'est un signe, puis ça doit être l'homme de ma vie, puis c'est un signe. Fait que, tu sais, et on n'est pas toutes en phase de manie quand on est là-dedans. Donc, il y a eu une escalade, là. Mm-hmm. Et un délire mystique là-dedans. Oui, il y a eu une escalade, puis ça s'est transformé en psychose. Je dirais qu'à peu près 15%, à peu près, là, 15% des épisodes de manie se transforment en psychose. OK? Et là, on perd la carte. On est comme dans un autre monde à ce moment-là. Et mon patron m'avait demandé d'aller à Moncton, au Nouveau-Brunswick, pour représenter la compagnie lors d'un gros événement au niveau du ministère de l'Éducation là-bas. Et puis, bon, j'ai dit, OK, j'ai encore quelque chose à découvrir. Et c'est là qu'effectivement, j'ai compris que je devenais le troisième Messie. Alors, rien de moins, là. Après Abraham, Jésus, c'était toi. Après Moïse. Ah, Moïse, excuse. Après Moïse, Jésus-Christ, c'était moi. Plus tard, j'ai compris que je n'étais pas tout seul. Alors, tu sais, je vous le raconte, vous voyez un petit peu avec l'humour. Quand ça arrive, c'est sûr que, bon, quand les membres de l'entourage comprennent qu'est-ce qui se passe, pas drôle pantoute. Okay? Non, c'est pas drôle du tout. Puis moi, pour avoir accompagné des amis en psychose, c'est loin d'être drôle. Ouais. C'est précédé par plusieurs jours où non seulement vous êtes sur un high, mais vous dormez pas du tout. Et à ne pas dormir, le système nerveux, à un moment donné, disjoncte. Et là, c'est ça qui cause la psychose. Je veux quand même t'entendre sur le fait que, entre autres, j'ai une copine à qui c'est arrivé et elle a eu la chance de tomber sur une psychiatre qui était très ouverte sur autre chose et qui lui a dit, oui, on appelle ça une psychose, mais tu as aussi eu une connexion avec quelque chose de plus grand que toi. Et là, il va falloir quand même te médicamenter pour que tu puisses dormir puis revenir dans ton corps. Mais il y a plusieurs psychiatres qui commencent à comprendre que oui, la psychose, là, il y a quelque chose de physiologique, puis il faut ramener l'être dans son corps, mais il y a aussi une réalité que vous connectez à autre chose. Oui, c'est ça, mais il y a beaucoup d'incompréhension. Hein? Même nous, par après, on ne le comprend pas tout à fait. C'est pas, c'est de nature, je dirais, entre guillemets, divin ou spirituel. Mais, il reste que... C'est impossible à gérer dans un corps physique quand tu ne dors pas et que ton système nerveux saute.
Oui, c'était exactement ça. C'est exactement ça. Puis Dieu sait que ça a sauté, là, pas à peu près. Là. Mais quand tu dis qu'on ne dort pas, effectivement, la plupart. Moi, je généralise pas tout le monde en passant. Là. Non. Donc, dans mon cas, effectivement, à Moncton, j'ai été 3 jours sans dormir. Puis là, je me suis baladé partout. Un matin, à la fin de l'épisode, je me suis retrouvé à côté de l'hôtel. Et puis là, j'étais sûr que je m'en allais au paradis. Et puis, pour vous faire sourire un petit peu, j'ai envie de vous demander comment est-ce qu'on s'habille quand on va au paradis. En blanc, minimum? Ben, ça, c'est le minimum, mais c'est souvent... Tout nu. Oui, ça, c'est beaucoup plus Adam, en tenue d'Adam. Alors, pour moi, ça a été le cas. Alors, vous voyez un petit peu. OK. Alors, le Richard que vous voyez, qui a l'air plein de vie, puis qui a l'air d'avoir une vie agréable, il s'est aussi retrouvé dans cette situation-là à l'époque. Et là, comment on revient de là, Richard? Parce que là, on comprend que c'est l'hospitalisation, puis après ça, c'est le dur retour à la réalité parce que tu es médicamenté. Pour certains, ça devient même un enfer parce que tu as l'impression d'avoir un brouillard dans la tête à temps plein. Il y a une dépression qui va suivre sans doute. Comment tu as remonté tout ça? Oui, effectivement. Moi, dans mon cas, bon, j'ai eu du monde qui sont venus me chercher tout de suite à Moncton, des gens de mon entourage, parce que à l'hôpital francophone de Moncton, ils n'ont pas voulu me garder. Peut-être que j'étais trop amusant, je ne sais pas trop quoi. Toujours d'humour. Ouais, toujours est-il que c'est mon frère puis mon beau-frère qui sont venus me chercher à Moncton rapidement. D'ailleurs, ils ont pu prendre un vol rapidement de Québec vers Moncton. Puis je les ai vus arriver tout de suite dans l'après-midi. Et on est reparti tout de suite pour Québec. On s'est retrouvé à l'hôpital Saint-François d'Assise. Et puis, bon, tout de suite à l'urgence psychiatrique. On m'a donné un médicament que je percevais plus comme un élixir que d'autres choses. Je l'ai pris parce qu'il était de couleur verte. Je dis toujours aux pharmaciens, pensez-y 2 fois là, à la couleur de vos médicaments parce que quelqu'un qui est psychotique ou qui est en manie va peut-être refuser de prendre un médicament qui est de couleur rouge en pensant aux lumières de trafic. OK? Alors, vous voyez un peu. Donc, il y a toujours une logique. Hein? Elle demeure toujours là. Implacable. Implacable. Mais... Et puis donc, après ça, pour répondre à ta question, France, j'ai passé peut-être une quinzaine de jours à l'hôpital. Puis, ma psychiatre m'a dit à un moment donné, mais écoute, ça va de mieux en mieux, tu es revenu sur Terre, comme on dit. J'ai envie de vous donner votre congé. Mais je n'avais pas eu de phase dépressive, moi, encore. Là. Fait que je quitte l'hôpital, je m'en vais chez mes parents qui ont fait le saut parce que là j'avais plus mon couple. Mon fils était rendu à Trois-Rivières, mon fils de 9 ans, était avec sa mère. Et puis, j'étais rendu, donc, j'avais plus de travail. Et puis, j'étais rendu chez mes parents. 2 jours après, j'ai décidé d'aller à mon appartement à Pont-Rouge, qui était toujours là. Et puis, en mettant la clé dans la porte, je me suis retrouvé dans le fond d'un puits. Là, ça a été la dépression. Vraiment, là, ça a été quelque chose que je pensais jamais vivre un jour. Puis quand les gens me rencontrent, là, jamais ils vont penser que Richard puisse vivre des moments comme celui-là. Et donc, ça a été l'hôpital, le retour, effectivement. Puis j'ai vécu 3 phases de dépression majeure dans la même année. Ça, c'est arrivé avec un diagnostic de bipolarité, là. Oui, c'est ça, mais ça a été long avant. Bon, la phase de manie était facile à identifier. Quand est arrivée la phase de dépression, là, c'est sûr que la psychiatre était sûre de son coup, là. Sauf que la médication que je prenais à l'époque, elle a fait effet peut-être au bout d'1 an. Ça n'a pas été automatique. Alors, ce qui est arrivé, bon, il n'y a pas juste la médication dans la vie, là, il y a toujours les facteurs qu'on va dire biopsychosociaux. Donc, moi, j'avais de l'emprise sur je pouvais faire une thérapie, ce que j'ai fait. Je pouvais aller fréquenter un groupe d'entraide. Il y avait un centre à Québec qui s'appelait le Centre L'Équilibre. Alors, j'ai fréquenté ce centre-là pendant plusieurs années, d'ailleurs. Mais au début, j'allais là,
écoutez, j'étais rempli de préjugés comme bien du monde. Tu sais, bon, je vais aller là, tu sais, je suis pas, bon, je suis pas malade, là, tu sais. Mais oui, oui, il y avait des choses que j'avais un problème de santé mentale sévère, mais je n'osais pas me l'avouer. Mais la première fois que je suis arrivé à ce groupe d'entraide-là, il y avait une prof de cégep, une religieuse, un notaire, puis un gestionnaire d'Hydro-Québec. Donc, avec moi, c'était ça notre groupe d'entraide. Donc, les préjugés ont tombé graduellement, vous avez compris, là. Et je me suis aperçu qu'avec le temps, qu'il y a toutes sortes de monde qui vont faire effectivement dans mon cas, des épisodes de taux bipolaire ou de dépression ou j'entendais cette semaine beaucoup de trucs sur les troubles anxieux. J'ai un ami, lui, c'est la schizophrénie. Le trouble anxieux est extrêmement répandu actuellement, mais ça a commencé avant la pandémie, ça a été exacerbé par la pandémie. J'aimerais ça qu'on regarde les étapes, Richard, parce que ce que tu nommes, dans le fond, c'est que la première chose qu'on fait naturellement, c'est qu'on tombe dans une phase de déni. Non, je ne suis pas malade tant que ça. Moi, mon père, il était dans le déni total jusqu'à son suicide. Il n'aurait jamais accepté d'être bipolaire. Oui. Mais écoute, moi, dans mon cas, ce qui a été très, très salutaire, c'est le fait d'aller au centre d'entraide et de me reconnaître parmi d'autres personnes qui le vivaient, qui étaient à différents niveaux au niveau du rétablissement. Donc, pour moi, c'est devenu clair. L'autre élément qui était déterminant, en sortant de l'hôpital, je me suis procuré un volume à l'époque qui s'appelait « Les hauts et les bas de la maniaco-dépression » de Léa Chamberlain et Charles Thériault. C'est un couple du Nouveau-Brunswick. C'est un livre de, je pense, 1994, quelque chose de même. C'est pas jeune. Vous le trouverez plus là, en librairie. Là, vous allez peut-être le trouver en bibliothèque. Mais toujours est-il que pour moi, ça a été « Oh boy », c'est exactement ça. Là, oui, là, c'est exactement ça. D'ailleurs, je recommande beaucoup aux gens de se procurer certains volumes en lien avec ce qu'on appelle le savoir expérientiel. Donc, écoute, on va mettre d'ailleurs ici le fragile équilibre, qui est un peu ton histoire, qui est beaucoup ton histoire, mais aussi les ressources et les gens qui t'ont aidé à t'en sortir. Exactement. Et le dernier que j'ai parcouru sur le sentier étoilé, qui est farci de témoignages de plein de monde qui ont vécu la maladie mentale. Donc, la maladie mentale, c'est intéressant d'expliquer c'est quoi, là. Hein, on n'est pas fou, mais on peut être atteint de maladie mentale ou en tout cas de souffrir de maladie mentale quand on est dépressif, quand on est en burn-out, quand on est justement maniaco-dépression ou bipolarité. Donc, c'est très large, la maladie mentale. C'est très, très large. Puis, j'ajouterais aussi certaines détresses psychologiques. Tu sais, je vais donner un exemple. Dans le livre, par exemple, il y a un des témoignages, c'est une collègue, une amie de Val-d'Or qui a connu la mort clinique lors d'un accident de voiture, mais elle est tombée dans le coma et elle est revenue. Alors, vous pouvez vous imaginer à quoi peut ressembler la vie. C'est assez particulier. Et puis, bon, il y en a pour tous les goûts là-dedans. Là, vous allez avoir une personne qui entend des voix, vous allez avoir, par exemple, un homme qui, lui, faisait des dépressions majeures combinées à de la consommation, autant de drogue que d'alcool. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a une personne qui travaille avec les militaires. J'ai le père d'une personne qui vit avec la schizophrénie. Moi, je dis toujours le mot personne. Hein, c'est très, très important. Oui, toujours mettre le mot personne. Et ça m'amène à dire que justement, la conclusion, en tout cas, si on veut mettre une conclusion, parce qu'il n'y a pas de conclusion, là, c'est un ongoing process en bon français, mais c'est qu'on peut s'en guérir. Hein? Et le sous-titre de ton livre, c'est justement de l'espoir à la résilience. Mais on aurait pu rajouter aussi à la guérison ou à la stabilisation. Oui, c'est ça. Oui, c'est sûr que dans le milieu, on dira toujours, on posera toujours la question, est-ce qu'on en guérit vraiment? Mais par contre, moi, je dirais se rétablir définitivement. Se rétablir, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre d'autres épisodes, qu'on ne peut pas, d'aucuns vont appeler ça des rechutes. J'aime pas beaucoup appeler ça, moi, une rechute. Moi je pense plus un nouvel épisode, parce qu'un nouvel épisode, ça va de l'avant.
Et est-ce qu'il faut, dans le processus, accepter d'être médicamenté absolument à vie? Pour moi, je vais parler pour moi. Pour moi, c'est clair que je continue de ce côté-là. Si j'ai des effets secondaires majeurs, on aura des sérieuses discussions, mon psychiatre et moi. Une personne avec laquelle je m'entends très bien, soit dit en passant, OK? Je viens d'entendre le mot accepter, puis le mot accepter, je l'ai remisé complètement. C'est pour moi, il est très rationnel, ce mot-là. Je préfère un terme comme apprivoiser. Tu sais, apprivoiser la médication, apprivoiser la situation, apprivoiser, par exemple, le trouble de santé mentale, ou encore apprendre à vivre avec. Voyez-vous un petit peu, c'est qu'à un moment donné, moi, je peux me retrouver à nouveau sur un département de psychiatrie parce que je fais un nouvel épisode. Mais là, venez donc voir si je vais accepter. Vous voyez un petit peu, donc, donc je préfère le prendre de cette façon-là. D'ailleurs, je vais te mettre ici le témoignage de Sophie qui dit « Je n'aime pas du tout le terme maladie mentale. On peut parler plus de troubles de santé mentale. » Sophie, en effet, elle dit, ensuite, elle dit « Moi, je suis sûre que j'en suis guérie, qu'on peut s'en guérir et que j'en suis la preuve. » Eh bien, j'ai pas de doute là-dessus, Sophie. C'est pour ça que je veux entendre Richard. Les médecins vont plus dire que vous êtes en réhabilitation ou que vous êtes… Oui, bien, je vais revenir tout d'abord sur le terme maladie mentale. Effectivement, c'est un terme qui est contesté. Puis, moi, personnellement, j'utilise beaucoup la personne qui vit l'expérience d'un problème de santé mentale ou d'un trouble mental. Dans le dernier plan d'action qui vient tout juste de sortir, dans le plan d'action en santé mentale du ministre Carman, ils utilisent une personne qui vit un trouble mental. C'est déjà beaucoup mieux que de dire un usager ou un utilisateur de service, OK? Alors, à mon sens, OK? Parce que ce sont des termes que moi, j'ai complètement, je dis toujours en riant, j'ai mis ça dans un container, OK? Mais… Parce qu'avant tout, je veux dire, avant d'être malade ou d'avoir un symptôme, on est des êtres humains, on est une personne. On est une personne pleine et entière, voilà. Avec des intérêts, des passions, des compétences. Tu sais, il y a des gens, bon, j'en suis un exemple. Bon, moi, j'ai un travail à temps plein, j'ai une vie affective tout à fait exceptionnelle. Tu sais, quand je fais juste une petite parenthèse affective, quand j'ai vécu mon premier épisode, au bout d'un an, après 3 phases de dépression majeure, j'ai eu un contrat dans une toute petite île du Saint-Laurent qui s'appelle l'île aux Grues. Oui. Et puis, au bout de 3 semaines, j'ai rencontré une femme de l'île qui s'appelle Fabienne. Qui est devenue ta conjointe. Et je vis avec elle depuis 25 ans quand même. Mm. Vous avez traversé beaucoup de choses ensemble. Fabienne aussi a eu ses épisodes, ouais. Mais pas de maladie mentale, mais elle a été atteinte d'un cancer. Tu l'as accompagnée. Vous vous êtes accompagnés là-dedans. Oui. Et n'est-ce pas aussi les hauts et les bas de la vie, là, parce que effectivement… Mais moi, si ça peut te rassurer, Richard, là, parce que je fais beaucoup de blagues avec ça, là, mais moi, je prétends qu'on est tous et toutes atteintes en 3e dimension de maladie mentale. On a tous et toutes nos maladies mentales. Les grands sages disent on a nos psychoses ou on a nos névroses. Alors, on a toutes nos névroses quand on est déclenché dans nos blessures, quand on est dans des épisodes de jalousie, de méfiance, de peur. On a toutes nos maladies mentales. Ben et oui, on pourrait changer le terme. Mais moi, c'est drôle, j'ai plus envie de le démocratiser en disant non, on a toutes nos maladies mentales, puis c'est très important d'en être conscient pour revenir sur soi et utiliser justement la spiritualité. Parlons-en en terminant, la spiritualité, et en plus de la médication, puis de la thérapie, puis de tout ce qu'on va aller chercher dans l'entourage, n'est-ce pas aussi un épisode formidable, un épisode de santé mentale pour découvrir autre chose? Oui, c'est ça. Mais je te dirais, France, tout d'abord, c'est un épisode d'un problème de santé mentale. C'est pas un épisode de santé mentale parce que tout le monde a une santé mentale. Ben voilà, OK. Un problème de trouble de santé mentale, voilà. C'est ça, exactement. D'accord. Alors, mais réponds à ma question quand même. Oui. N'est-ce pas une formidable, parce que moi, j'ai vu des amis vivre toutes sortes d'épisodes, puis justement s'ouvrir à un autre monde. Ouais. Et en s'ouvrant à un autre monde,
il y a quelque chose aussi de l'ordre de la guérison de l'être. Et dans la guérison de l'être, les symptômes peuvent diminuer jusqu'à disparaître. Oui, j'en parle dans le dernier livre, j'en parle aussi dans le Fragile Équilibre. J'ai un chapitre même sur le Sentier étoilé qu'une collègue qui a été formée même au niveau de la spiritualité au Brésil, entre autres. Vraiment un chapitre formidable, tu sais, puis j'avais demandé, j'ai dit, regarde, moi, la spiritualité, là, c'est le sens à la vie, ce sont les valeurs qui sont assises sur le sens qu'on donne à la vie. Je pense que l'expérience ou les expériences que l'on vit font en sorte qu'il y a une transformation, tu sais, et c'est la conscience, c'est l'éveil de la conscience qui fait en sorte qu'on va cheminer là-dedans. Il y a un site Internet qui est très, très intéressant pour ceux qui lisent l'anglais. Ça vient de la Nouvelle-Zélande. Ça s'appelle Like Minds, M-I-N-D-S, Like Mind, M-I-N-E. Allez faire un tour là. Vous allez voir, ils sont beaucoup plus en avance que nous autres. Like Minds, comme le cerveau, Minds. C'est ça, Minds ou pensées. Like Minds, c'est ça? Oui, Like Mind. Et c'est ça. Et donc, on s'aperçoit très, très bien qu'au niveau de la spiritualité, au niveau du rétablissement, il y a des pays comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Royaume-Uni, l'Écosse, sont beaucoup plus en avance que le monde francophone, malheureusement. Ici, au Québec, quand même pas pire par rapport aux francophones dans l'ensemble. Mais disons que moi, j'aime bien me nourrir de ce que j'entends, ce que je vois, ce que je lis ailleurs. Et c'est complètement en évolution et ça explose présentement. On commence à mieux comprendre. D'ailleurs, il y a un commentaire intéressant ici. Joanne qui dit, c'est où le mental dans la tête? Merci de poser la question parce que quand on parle de santé mentale, on parle de santé psychique, en fait. Ben oui. C'est le cerveau qui est malade. C'est un ensemble biochimique de pensées, émotions, un melting pot de tout ça. Oui. Effectivement, c'est vraiment ça. J'ai des amis qui me reviennent souvent avec ça. Puis puis il y a bien de l'inconnu, hein. Il y a bien des chercheurs de certaines fondations qui vont essayer de nous faire croire bien des choses, là, mais on ne sait pas grand-chose. On n'est pas si avancé que ça, si tu veux mon avis. Puis c'est très difficile de comprendre d'ailleurs tout l'effet des émotions sur le corps physique. On est en train de tranquillement, pas vite, d'apprendre à comprendre ça avec la neuroscience, mais c'est pas très avancé encore. Non, pas du tout. C'est pour ça que moi, je trouve qu'on a avantage à aller vers... Quand on donne des sous, là, on regarde les fondations et tout ça, on regarde même Belle Cause pour la cause, par exemple. C'est important de regarder tout ce... là où on peut avoir de l'emprise, c'est-à-dire sur les facteurs psychosociaux. Et puis tout le monde communautaire, par exemple, au niveau de la santé mentale, il y a des organismes communautaires. Je pense qu'il y en a 450 partout dans la province. Donc, c'est important de regarder tout ce que ces gens-là font avec souvent des approches, je dirais, plus alternatives, différentes qu'une thérapie proprement dite, par exemple. Ça ne veut pas dire que la thérapie n'est pas intéressante. J'aimerais qu'on termine là-dessus. D'ailleurs, Richard, j'aimerais ça que tu nous dises, quelqu'un qui écoute là, puis qui se sent glisser, soit vers la dépression, soit vers des épisodes justement de névrose quelconque ou simplement de burn-out ou d'anxiété. C'est quoi la première étape? Qu'est-ce qu'on fait? On appelle qui? On fait quoi quand on se sent glisser? Je dirais, il y a un gros organisme provincial qui s'appelle Relief. Ils ont une ligne d'écoute, ils ont un forum de discussion. Pour moi, c'est peut-être une des belles avenues. Dans chacune des régions du Québec, effectivement, il y a des organismes. Il y a l'accueil psychosocial de votre CLSC, si on est capable de vous accueillir, puis après ça, de vous référer de la bonne façon. Je vais le publier sur le chat, le Relief, R-E-L-I-E-F, organisme provincial. Alors, oui, c'est l'ancienne association, l'association Revivre. Ensuite, vous avez aussi le Mouvement Santé Mentale Québec, vous avez l'Association canadienne pour la santé mentale. C'est des endroits où on va vous référer. OK.
Alors ça, pour moi, c'est important. Mon travail, moi, dans la communauté, c'est un travail de référence. C'est ça que je fais. Alors, puis à quelque part, s'il y en a qui écoutent puis ils sont vraiment pas certains, regardez, vous pouvez m'écrire, richardlanglois.ca, allez voir, écrivez-moi, puis on regardera, là, je suis sûr que je prendrai le temps là, d'écrire, de répondre à tout le monde, mais il faut pas rester isolé, pris dans son coin. L'autre élément, les membres de l'entourage. Il y a 43 organismes pour les membres de l'entourage partout au Québec. Il y en a en Europe aussi. Et puis, ça s'appelle l'aide aux membres de l'entourage qui vivent avec quelqu'un qui a un défi. Oui, vous accompagnez, vous êtes conjointe ou conjoint de quelqu'un qui ne file pas pantoute, par exemple. Vous pouvez vérifier au niveau du réseau avant de craquer. Il y a des organismes, il y a un organisme ou plusieurs organismes dans votre région que vous pouvez contacter. Et là, vous pouvez aller rencontrer quelqu'un. Alors, ça, c'est aidant. C'est très, très, très aidant. Puis, il faut pas, c'est pas parce que tu es membre de l'entourage que tu n'as pas de besoin. Bien au contraire. Alors, faut y aller. Alors, la première étape, en parler. Ne pas s'isoler, en parler, demander de l'aide. Oui. Je rappelle les titres de tes livres. Sur le sentier étoilé, le dernier, avec beaucoup de petites perles de sagesse à travers les témoignages de nombreuses personnes qui ont vécu ces défis de santé mentale. Et le premier qui demeure une petite Bible, le fragile équilibre. Et ça, c'est ma ligne, Richard, depuis des années. Vous savez, moi, j'ai toujours dit en conférence pour faire rire les gens, j'ai eu un cancer des émotions. J'ai été très chanceuse d'être accompagnée entre 2006 et 2011. J'aurais bien voulu me faire opérer pour mon cancer des émotions, mais ça marche pas comme ça. Non. Et la ligne est très, très mince entre la santé mentale, en fait, entre une saine santé mentale et la folie. Et on marche tous et toutes à un moment donné sur ce fil très mince. Alors, ne pas s'isoler, c'est la première étape. Et demander de l'aide. Moi, j'ai été accompagnée pour m'aider là-dedans. Je n'ai pas sombré, je ne suis pas tombée de l'autre côté, mais j'aurais pu. Non, oui, tout à fait. Puis c'est le cas pour beaucoup, beaucoup de gens. Voilà. Il ne faut pas se le cacher. D'où l'importance de ne pas s'isoler, d'où l'importance d'en discuter, d'en jaser. Cette semaine, c'est la semaine de prévention du suicide. Bon, on le voit très, très bien. Puis si vous écoutez, je fais juste une petite pub, là. Si vous avez la chance d'écouter le documentaire Perdre Mario à Télé-Québec. Perdre Mario? Perdre Mario. Ça dure 1h30. C'est en collaboration avec plusieurs membres de l'entourage d'une personne et puis aussi le Centre de prévention du suicide de Québec. Là, vous allez voir pourquoi c'est important d'en jaser, c'est important d'en parler. Parce que dans ce cas-là en particulier, on perd une personne puis on ne l'a pas vu venir. Alors, c'est pas rien. Donc, par expérience, je peux vous dire que la plus grande bête noire des gens qui restent après un suicide, c'est la culpabilité. Et ça peut durer des années, et on peut en mourir de culpabilité. Alors que, bien sûr, même... En plus que ça sert à rien, on a beau le savoir avec notre tête, il y a vraiment un chemin à faire pour s'affranchir de ce stigmate judéo-chrétien-là qui est la culpabilité. Alors, je rappelle que Richard Langlois est auteur, mais il est aussi conférencier. Il donne des formations. J'ai mis le lien pour son site juste au-dessus de la vidéo. Allez consulter son site. Il donne d'ailleurs toutes sortes de formations à venir avec plein d'organismes. Merci, Richard, de ton implication. Merci de parler de santé mentale. Parce qu'on est tous et toutes fragiles et on peut tous, à un moment donné, vivre un épisode. Alors, c'est important de savoir que, ça peut même être, entre guillemets, normal, c'est-à-dire se permettre de vivre ça, de dire, moi, en tout cas, ça a été un tremplin, là, même si j'ai pas eu de dépression profonde, ça a été un tremplin formidable pour, justement, m'élever en conscience. Oui. Merci, France, pour l'invitation. Puis, je souhaite à tout le monde de prendre soin de soi. Des petites affaires. Faites-vous plaisir. Puis, se faire plaisir, là, des fois, c'est des choses tellement simples. Là, alors, faites-le. Puis, gênez-vous pas.
Sentez-vous pas coupable pour ça. Merci beaucoup. Alors, merci tout le monde d'avoir été avec nous pour cette autre Maître à bord. Et on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, partagez. Si vous avez des gens qui pourraient bénéficier d'entendre ce témoignage, partagez en grand nombre. C'est gratuit. Moi, je vous le rappelle, c'est mon bénévolat. Alors, ça me fait plaisir d'être en service et ça vaut la peine que ce soit partagé. Merci tout le monde. Bon week-end. Bye, Richard. Merci beaucoup.